Alors, tout d'abord, merci à tous d'être venus aussi nombreux. Alors, comme j'ai pu le dire précédemment, nous sommes deux ce soir pour cette présentation. Je vais faire le déroulé oral de la présentation et Marion s'occupe de la conversation. Vous avez un petit bouton conversation en haut de votre écran. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poser dedans et bien évidemment, nous reviendrons dessus. Vous aurez également l'occasion de discuter avec nous au fur et à mesure de la présentation, sans problème. Nous avons prévu de faire cette présentation en différentes parties. Tout d'abord, nous allons vous présenter la LPO Centre Val-de-Loire, l'association de loi 1901 pour laquelle nous travaillons, reconnue d'intérêt général, et qui est une association régionale de protection et d'études de la nature et de la biodiversité. Ensuite, on fera un petit focus sur la biodiversité de proximité. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on entend par la biodiversité de proximité? Nous ferons un tour d'horizon de nos colocataires sauvages, donc les espèces que vous pouvez croiser au quotidien. Puis, nous ferons un petit tour des bonnes pratiques pour préserver la biodiversité chez soi et autour de soi. Nous vous présenterons quelques actions pour aller plus loin. Tout d'abord, je tiens à vous préciser qu'il faut avoir à l'esprit lors de cette présentation que nous allons vous présenter des espèces et des actions que vous pouvez croiser à la fois chez vous dans votre jardin, mais également en dehors, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, dans les parcs. Donc, il faut vraiment avoir une vision plus globale que son jardin et se dire que tout ce qu'on vous expose, c'est aussi valable en dehors. Alors, tout d'abord, la LPO Centre Val-de-Loire. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, il y a des membres de la LPO parmi nous, évidemment, beaucoup d'adhérents également et de bénévoles. Donc, nous sommes une association régionale dont le siège social est basé à Saint-Cyr-sur-Loire, mais nous avons pour l'instant 4 délégations départementales, donc une dans le Cher, une dans l'Indre-et-Loire, dans le Loiret et dans le Loir-et-Cher. Nous avons 2 départements qui sont en cours de formation. On a l'Eure-et-Loire qui est déjà bien avancé puisqu'un groupe Eure-et-Loire vient tout juste de naître. Voilà. Et nous avons l'Indre qui pour l'instant est dépourvu de structure, mais c'est un projet de la LPO Centre Val-de-Loire que de mettre sur pied une structure dans ce département. On vous a mis quelques chiffres. Nous, on représente à peu près 3000 adhérents. Voilà, dont vous faites certainement partie. Ces 3000 adhérents, on a également 260 bénévoles actifs qui participent aux actions avec nous tous les jours, soit au sein des COPIL, soit sur des actions précises. Voilà. Nous avons 593 refuges LPO actifs sur toute la région. On représente à peu près 290 animations nature, puisque la LPO, c'est à la fois l'étude et la protection de la biodiversité, mais également une grosse part de sensibilisation de tous les publics, grand public, public scolaire. Vous avez également notre base de données qui aujourd'hui est Faune Touraine, où vous pouvez saisir vos données naturalistes. On croise les doigts pour un Faune Centre Val-de-Loire futur, mais en tout cas pour les autres départements, vous pouvez retrouver Faune France jusqu'ici. Par an, on compte environ 7430 personnes sensibilisées, voilà, de tout public confondu. La biodiversité de proximité, Kesako. Alors, la biodiversité de proximité, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi la nature ordinaire. C'est la nature qu'on peut croiser tous les jours, les espèces qu'on peut dire communes, qui jusqu'ici, en tout cas, étaient communes. Pourquoi on veut s'intéresser à la biodiversité de proximité? C'est parce que depuis quelques années, les écologues ont tiré la sonnette d'alarme en précisant que des espèces qui, pour nous, étaient jusqu'ici en bonne santé et plutôt communes se raréfiaient. Parmi elles, on peut citer évidemment les hirondelles et les moineaux domestiques qui disparaissent petit à petit de nos campagnes et nos villes, mais également évidemment les abeilles sauvages et d'autres taxons, les papillons. Enfin voilà, il n'y a pas de taxons épargnés malheureusement. Il est important pour la LPO de se recentrer également non pas que sur des espèces, on va dire, un peu plus emblématiques, un peu plus rares, mais également d'agir sur des espèces dites ordinaires.
Donc, pour vous citer seulement quelques chiffres, donc on a 90% des insectes européens qui ont disparu en 30 ans en Europe. Donc, il y a une étude récente qui est sortie que je vous invite à lire. Bon, bah, évidemment, en cause l'utilisation des pesticides en milieu agricole. C'est une certitude. Le hérisson d'Europe a vu sa population chuter de plus de la moitié en 20 ans en Europe du Nord, donc ce qui est énorme. Et un tiers des oiseaux communs et des campagnes ont disparu en 15 ans. Donc voilà, si on ne fait rien, malheureusement, un jour, ces espèces dites communes ne seront plus si communes que ça. Pour vous présenter ce qu'on entend justement par biodiversité commune et donc ce que nous, on peut appeler les colocataires sauvages, donc on a tout d'abord les oiseaux des jardins. Donc bien évidemment, on ne va pas vous citer tous les oiseaux des jardins, même tous les oiseaux que vous pouvez croiser. On vous en a mis quelques-uns. Mais voilà, en fonction d'où vous êtes, du terrain que vous avez, de la ville que vous occupez, évidemment, vous pouvez trouver bien d'autres espèces. Et heureusement qu'on ne peut pas compter que 8 espèces. Ce serait bien triste. Donc ici, nous avons l'accenteur mouché, le jet des chênes, la pie bavarde, le rouge-queue à front blanc, les hirondelles rustiques, les tourneaux sansonnés, la maison charbonnière et le pinson des arbres. Donc, il y a une chose que je tenais également à préciser avant tout, c'est que voilà, nous, on protège toute la biodiversité, quelle qu'elle soit. Il faut vraiment avoir à l'esprit et toujours, je pense, le, le fait que chaque espèce, que ce soit animale ou végétale, a son utilité dans l'écosystème. Voilà, hein, on revient souvent à la chaîne alimentaire, au cycle de la vie, tout a un lien. Bien évidemment, on peut avoir parfois des problèmes de cohabitation. Ça arrive. Il peut y avoir aussi des espèces plus envahissantes que d'autres, des espèces voilà, qui peuvent nous poser problème. Mais tout est question d'équilibre, en fait. Donc nous, voilà, c'est vraiment un principe qu'il faut toujours avoir en tête et appliquer le plus possible. Et surtout, se détacher de tous les préjugés qu'on peut avoir sur la nature de façon générale. Euh, donc, j'en citerai quelques-uns pendant cette présentation. Mais voilà, si vous avez des questions, encore une fois, la conversation est active. Marion sera ravie de vous répondre. Et n'hésitez pas à répondre également si vous avez des petits retours d'expérience à nous faire. Donc, je précise que moi, donc, je suis Malvina Beauclerc, je suis directrice adjointe de la LPO Centre-Val de Loire. Et Marion est en charge de la communication et de la vie associative à la LPO Centre-Val de Loire. Donc, c'est principalement avec elle que vous échangez lorsque vous souhaitez devenir bénévole, entre autres. Donc, parmi les colocataires sauvages, on peut également citer les mammifères. Donc là, on a pris la décision de ne pas citer les grands mammifères, mais de rester plutôt sur les mammifères qu'on peut croiser plus facilement. Donc, type le hérisson d'Europe, hein, qui est le grand ami des jardiniers, entre autres, grand consommateur d'escargots et de limaces. La taupe d'Europe, l'écureuil roux, le mulot sylvestre, la fouine, les chauves-souris, qui sont des mammifères et pas des oiseaux, je le rappelle, le renard roux et le blaireau d'Europe. Euh, donc voilà, si tous ces animaux ont évidemment une utilité, si je peux citer voilà, la taupe d'Europe, hein, entre autres, qui malheureusement n'a pas bonne presse, euh, je tiens à rappeler que c'est également un allié des jardiniers, tout comme le hérisson d'Europe. C'est un animal qui aère et ameublit le sol et qui permet en fait le mélange de différentes strates du sol. Et c'est également un fabuleux prédateur des vers, des limaces, donc au même titre que le hérisson d'Europe. Et que la terre de taupinière peut également être utilisée pour rempoter vos plantes si besoin. Donc voilà, il y a plein de petites astuces à connaître sur tous ces animaux. Idem pour les rongeurs qui ont également mauvaise presse. Ce sont ce qu'on appelle vulgairement des nettoyeurs de la nature. Et donc, le problème qui peut se poser principalement avec ces espèces, c'est une reproduction rapide, d'où l'utilité d'avoir toujours l'équilibre proie-prédateur et donc de penser vraiment toujours à l'écosystème. Donc, c'est entre autres les petits rongeurs sont la proie de reptiles, d'oiseaux, mais également d'autres mammifères. Notamment, les fouines, les belettes, sont grandes consommatrices de petits micro-mammifères. Le renard roux également
voilà, on ne le cite plus comme allié de l'homme, mais voilà, il a un rempart naturel contre la maladie de Lyme également, grand consommateur de micro-mammifères, hein, c'est l'un des premiers prédateurs de cette espèce. En consommant des fruits, il sert également enfin, il dissémine les graines des végétaux. Donc voilà, il a également une fonction au niveau végétal. Et puis bon, bah, les chauves-souris, hein, que nous on étudie beaucoup, notamment en Indre-et-Loire, grandes consommatrices d'insectes, de moustiques, de mouches, de papillons. Donc tous ces animaux sont à préserver. Et de toute façon, je vous invite à préserver chez vous tout animal, quel qu'il soit, puisque tout le monde a son utilité. Parmi les insectes, donc encore une fois, énormément d'insectes, peut-être encore plus que sur les autres taxons. On a pris enfin voilà, on a fait le parti pris de tous les mettre ensemble pour ne pas trop vous perdre, mais parmi eux, donc on a évidemment plusieurs taxons différents. Donc on aura les papillons, les araignées, les fourmis, les vers de terre, les escargots, les abeilles, donc abeilles sauvages, frelons, guêpes, voilà, les menthes religieuses, les libellules, les demoiselles. Donc c'est pareil, hein, encore une fois, j'en reviens, tous ces animaux ont une utilité. Typiquement, le frelon va être grand consommateur de mouches et au final n'est pas si agressif qu'on le croit, hein, du tout même. Simplement, il est plus impressionnant qu'autre chose. La limace a tout aussi son utilité puisqu'elle recycle les matières organiques et limite la prolifération de maladies pathogènes de certaines plantes. Donc, encore une fois, faites-les chez vous, de les laisser. Alors, je sais bien que pour les potagers, c'est un peu différent, mais laissez-les quand même vivre et vous verrez, particulièrement chez moi, j'en fais l'observation. Cette année, j'ai décidé de ne pas toucher aux escargots ni aux limaces et très honnêtement, j'ai pas tant de dégâts que ça sur les cultures. Encore une fois, si dans votre jardin, vous avez suffisamment de végétaux pour qu'ils puissent s'intéresser à autre chose qu'à vos potagers, il n'y aura pas de problème, en sachant qu'il y a des plantes qui les attirent plus que d'autres. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur les plantes auxiliaires qui ont un véritable rôle également. Euh, Nous aurons également les reptiles et les amphibiens. Donc parmi eux, le lézard vert, le lézard des murailles. Donc là, on vous les a cités précisément puisqu'on n'a pas tant d'espèces de lézards que ça en région Centre-Val de Loire. Nous avons également l'orvé fragile, le crapaud commun, la grenouille verte, la salamandre tachetée, la vipère aspic et la couleuvre à collier. Donc encore une fois, ce sont des animaux qui n'ont pas toujours bonne presse et qui font l'objet de beaucoup de, voilà, je pense qu'elles dégagent quand même beaucoup de peur. Alors qu'au final, elles ont plus peur de vous que vous en avez peur d'elles. Donc, je prends l'exemple des serpents ou des couleuvres. On n'a pas chez nous d'espèces dites agressives. Il existe quelques espèces qui vont être plus territoriales et vraiment se défendre de façon un peu plus véhémente. Mais chez nous, elles vous feront toujours savoir qu'elles sont là, que vous les dérangez. Et donc, à ce moment-là, vous les laissez et elles partiront d'elles-mêmes puisque de toute façon, elles auront peur de vous. Donc, sinon, voilà, il y a peu de problèmes. Après, voilà, encore une fois, hein, il y a des cas particuliers. Si vous retrouvez des coquilles d'œufs dans votre jardin et que vous avez les enfants qui jouent, bon, bah là, forcément, il faut adapter, laisser des petites zones d'herbe haute de façon à ce que ces animaux puissent s'épanouir et, voilà, et laisser vos enfants jouer dans des zones peut-être moins enherbées. Donc Marion, tout au long de cette présentation, vous lancera quelques petits quiz auxquels nous vous invitons évidemment à répondre dans la conversation. Donc Marion, je te laisse la main. Oui, alors je ne vais pas vous faire jouer à est-ce que c'était bien une fouine ou non. Je ne sais pas si. Parce que apparemment, Fabienne nous indiquait qu'il y avait peut-être une erreur dans les photos choisies, et je ne pourrais ne blâmer que moi-même pour la fouine. Donc, si vous aviez d'autres remarques, hop, là, on va jouer avec une autre espèce. C'est dans la conversation. Alors ce qu'on n'a pas précisé, c'est que si vous souhaitez intervenir à l'oral, n'hésitez pas à le faire. Vous avez un petit onglet Levez la main en haut de votre écran et Marion pourra vous donner la parole.
Mais de toute façon, il y aura un temps de questions-réponses à la fin, bien évidemment. Mhm. On vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Alors, voilà, il y avait des pièges, hein, pour ne rien vous cacher, dans ces photos. Personne n'a coché l'accenteur mouché qui se trouvait en bas à gauche, donc bravo. Pas de piège de ce côté-là. Il y avait un moineau friqué qui se glissait également parmi les photos, donc qui se trouve en bas à droite et qu'on reconnaît à sa calotte rousse et notamment à sa tache sur les joues. Et ensuite, deuxième piège, j'ai pas été très gentille, j'ai mis deux moineaux domestiques, un mâle et une femelle, donc il y avait deux bonnes réponses en fait pour ce quiz. Alors, quelques bonnes pratiques pour préserver la biodiversité près de chez soi. Donc, encore une fois, dans votre jardin, mais également dans votre commune. Donc, n'hésitez pas à sensibiliser votre entourage et votre commune, hein. Plus on est de fous, mieux on est. Alors, donc, je limite mon emprise sur le sol vivant. Donc, le sol, c'est un milieu vivant avec une grande diversité faunistique, floristique et fongique. On oublie très souvent les champignons, mais ils ont leur importance également. Donc, l'artificialisation des sols a un impact directement sur la biodiversité. Donc, quand on parle d'artificialisation, on parle de surface cimentée, goudronnée, imperméabilisée, dallée ou pavée. Euh, il faut privilégier plutôt les allées naturelles d'herbes, de terre ou de dalles posées au sol qui laissent l'eau s'infiltrer et l'herbe pousser entre les dalles. Euh, on- L'idée, c'est de réduire la surface au sol de sa maison en faisant un étage également. Bon, ça, c'est pour la construction neuve, hein. Quand la maison est déjà là, c'est plus compliqué. Ne pas couvrir le sol de bâches plastiques et retrouver le sol d'origine pour aller plus loin et, si possible, désartificialisation des sols. Donc ça, c'est tout à fait possible. Si vous avez une dalle de béton chez vous, eh ben, il faut se munir de beaucoup de force et d'un marteau-piqueur et puis enlever le béton. Voilà, pour ça, il existe des solutions. Il y a des documents qui sont vraiment très bien faits qui peuvent vous aider. De même, enfin, voilà, changer de matériaux pour vos allées de jardin, c'est tout à fait possible. Donc, vous pouvez retrouver tous ces éléments-là, hein, sur le site de la LPO, évidemment, où vous retrouverez plein de conseils et de fiches techniques. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des besoins en particulier, n'hésitez pas à nous contacter non plus. Donc, je maintiens un sol vivant, donc sans produits chimiques, puisque, comme on vous le disait tout à l'heure, les produits chimiques sont responsables en partie, en très grande partie, de la disparition des espèces aujourd'hui. Euh, donc, il faut bannir donc, les produits chimiques qui tuent les micro-organismes, modifient le pH et aseptisent le sol. Attention, il y a également des produits autorisés en bio qui ne sont pas forcément bons non plus. Encore une fois, tout est question de quantité, beaucoup. Donc, évitez de gratter et retourner le sol. Utilisez des recettes naturelles, donc type les purins, tout ça, c'est très efficace. Si ce n'est qu'encore une fois, faire attention au dosage. Laissez quelques branches et feuilles mortes pour enrichir le sol. S'il y a des jardiniers par ici, je n'apprendrai rien, évidemment. Donc, préserver la végétation spontanée. Donc, on a quand même très souvent tendance à vouloir nous-mêmes apporter des plantes, voilà, de nouveaux arbres, etc. Mais il ne faut surtout pas oublier qu'il peut y avoir une végétation spontanée qui est adaptée à notre milieu. Alors, bien évidemment, il peut y avoir des plantes envahissantes, voire exotiques, qui peuvent poser problème. Donc, il faut être attentif à ça.
mais au maximum, préserver les haies naturelles, les ronciers, le lierre, les herbes sauvages et adventices. Alors, les ronciers ont aussi mauvaise presse, tout comme le lierre. Simplement, ils ont une grande utilité pour la faune en particulier, mais pas que, puisque typiquement, les ronciers vont protéger en fait, du ruissellement des eaux de pluie et protègent les sols de l'érosion. Apportent également beaucoup de nectar et de pollen, et certains peuvent être comestibles, comme le mûrier qui fait partie des ronciers, mais voilà, il y a des ronciers comestibles. Ils représenteront également une protection pour les jeunes arbres qui ne pourront, en fait, en s'implantant au sein d'un roncier, ils vont pousser tranquillement sans être consommés par des mammifères, par exemple. Ils sont également utiles pour certains insectes qui sont complètement inféodés au roncier. Donc, on notera certains papillons, les phasmes également, et certaines abeilles sauvages. Le hérisson appréciera également le roncier. Les reptiles type couleuvre euh, s'en serviront pour se protéger. Et les oiseaux, donc là, vous avez une photo de pic grillé chez Korcher qui se sert des ronciers pour se nourrir. Donc, elle va se servir des épines des ronces, en fait, comme garde-manger. Elle va venir planter des insectes sur les ronces pour avoir de la nourriture, pour en faire sa réserve. Et dans les ronciers, vous pourrez également retrouver beaucoup de fauvettes qui apprécient particulièrement ce milieu. Le lierre, alors le lierre, déjà, il y a pas de problème d'étouffement d'arbres, ça c'est complètement faux. Il y a des études qui ont été menées dessus. On peut même remarquer que certains arbres poussent mieux avec la présence d'un lierre. Il existe aussi une variété de lierre, des variétés de lierre différentes. De même, si vous laissez le lierre pousser sur vos bâtiments, il n'y a pas de problème à partir du moment où les racines prennent racine dans le sol et pas sur votre maison, enfin pas dans votre maison. Le lierre ne va pas venir creuser des trous dans votre maison, il vient juste s'accrocher. Le seul truc à avoir en tête si vous laissez un lierre courir sur vos murs, c'est d'éviter qu'il atteigne la toiture. Puisqu'en fait, une fois qu'il aura atteint la toiture, il va venir se glisser sous les tuiles, sous les ardoises, et là, risquer de poser problème. Donc, en fait, dès que vous voyez qu'il atteint une certaine hauteur, il faut voilà, lui faire une petite coupe. Et l'avantage du lierre, c'est il produit des baies en plein cœur de l'hiver. Donc, il va nourrir naturellement quantité d'oiseaux. Il va également servir de, de, de cachette par temps de grand froid. Euh, Beaucoup d'animaux vont dans le lierre en fait pour s'abriter notamment du froid, de la neige, de la pluie. Donc si vous avez la possibilité d'en préserver chez vous, je vous invite à le faire. Et puis vous aurez la chance d'observer pendant l'hiver beaucoup d'espèces y venir. Et on a également des animaux type renard, martre, qui viennent manger les baies qui tombent au sol. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le lierre a besoin également des oiseaux en fait pour se reproduire, puisque donc c'est les oiseaux en le mangeant puis après voilà en déféquant qui vont permettre au lierre de venir se ressemer ailleurs. Euh, Concernant les adventices, alors je ne vous parle pas des orties, mais les orties, c'est pareil, super alliés qui attirent énormément de papillons. Donc, si vous avez l'occasion de laisser un bosquet d'orties, je vous invite à le faire. Ça se consomme en plus, comme beaucoup d'adventices. Il y a un super livre sur le sujet que je vous recommande qui s'appelle Mauvaises herbes, je vous aime de Brunhilde Brosse-Burkhard. Je mâche peut-être mal son nom, mais voilà, ça ressemble à ça. C'est un livre ça peut vraiment être une bible quand on démarre sur le sujet. Évidemment, il n'y a pas toutes les espèces de végétaux puisque c'est un monde immense, mais voilà, vous allez avoir les premières indications déjà pour réussir à les connaître, savoir lesquelles sont comestibles ou pas. Et on est agréablement surpris de voir le nombre de plantes qui sont comestibles. Parmi les plantes sauvages, les fleurs sauvages notamment, on va retrouver beaucoup d'espèces d'insectes qui sont inféodées à une plante en particulier, c'est-à-dire que sans cette plante, l'insecte ne peut pas vivre. Typiquement, la LPO Centre-Val de Loire a
avec d'autres partenaires en Touraine sur la préservation et sur la réimplantation d'une plante en particulier qui permet à un papillon de vivre. Sans cette plante, il n'y a pas de papillon. Donc, il faut toujours se poser la question de, OK, cette plante, est-ce qu'elle peut être utile pour un insecte ou un autre animal? Bien évidemment, vous pouvez avoir des plantes qui viennent étouffer le reste. Donc, n'hésitez pas quand même à avoir un petit entretien, mais toujours laisser des petites zones sauvages, c'est vraiment un plus. Oui, alors pour le livre, on va vous le noter dans la conversation. Marion vous l'écrira parce que c'est vrai que j'ai complètement mâché son nom. Donc, c'est Mauvaises Herbes, je vous aime. Donc, des éditions Delachaux et Nieslé. Donc, ces éditions, elles sont vraiment géniales. Si vous avez envie d'en savoir plus que ce soit sur les insectes ou sur les végétaux, c'est vraiment des éditions que je vous recommande. Ils font beaucoup de livres du genre 450 espèces d'insectes, 450 oiseaux des jardins. Et c'est vraiment des super livres pour commencer et avoir les premiers conseils pour déjà apprendre à identifier ce qu'on a chez soi. Donc alors, pourquoi préserver toutes ces plantes? Eh bien déjà parce qu'elles sont indicatrices du sol et du climat, c'est-à-dire qu'en fonction des plantes qui poussent chez vous, vous pouvez avoir des indications sur est-ce que vous avez un sol plutôt calcaire, pouvoir vous donner des indications également sur le pH de votre sol. Donc là, ça peut être très utile. On a également des scientifiques, hein, des pédologues qui sont voilà, où c'est leur domaine d'étudier le sol et donc qui vont se servir notamment des plantes pour réussir à définir la qualité du sol. Donc en plus de ça, elles offrent gîte et couvert aux animaux, comme je vous l'ai expliqué.Elles sont aussi résistantes puisque normalement elles sont adaptées au climat de chez nous. Contrairement à d'autres espèces que vous pouvez faire venir parce que voilà, vous avez envie de l'avoir chez vous, qui vont être moins résistantes puisque inadaptées au climat. Alors évidemment, avec tout le changement climatique, il y a quelques bouleversements ces derniers temps, mais c'est pareil, hein, il faut observer ce qui pousse naturellement chez vous. Donc la plupart peuvent être comestibles ou servir aussi pour tout ce qui va être cosmétique, médicaments, voilà. Et donc comme expliqué, elles peuvent également protéger les pousses d'arbres. Donc toujours sur la végétation, je réduis l'entretien de la végétation, je laisse des zones d'herbes hautes et de fleurs sauvages. Donc l'idée, encore une fois, c'est pas forcément d'avoir tous vos jardins en friche. Ça, c'est à vous de voir, hein. C'est sympa aussi de le faire. De toute façon, une fois arrivé à une certaine hauteur, ça pousse plus, hein. Donc c'est ce qu'il faut se dire aussi. Mais donc, l'idée, c'est de laisser des espèces qui poussent spontanément, de ne pas tailler et de ne pas élaguer les arbres pendant la saison de reproduction des oiseaux, donc de mars à septembre, de laisser pousser les pelouses, îlots d'herbe hautes et fleurs sauvages. Donc, encore une fois, c'est à vous de créer des petits îlots si vous préférez, ou de carrément laisser, par exemple, tout le fond de votre jardin pousser spontanément et de pratiquer une fauche tardive si vous le souhaitez. Et lors de la tonte, de surtout faire attention à la manière dont vous tondez la pelouse. Donc, encore une fois, tout dépend de la taille de votre jardin, de la taille de ce que vous avez à tondre. Donc, tout le monde ne peut pas avoir une pratique manuelle. Moi, j'ai un petit jardin et j'ai une petite tondeuse manuelle où je peux régler la hauteur. Donc, c'est très pratique, mais c'est pratique sur des petites surfaces. Donc là, on vous a mis quelques schémas de tonte idéales permettant en fait à la faune de fuir, de pouvoir changer, voilà, de ne pas passer sous les lames de la tondeuse. Si vous avez connaissance des centres de soins de la région, le nombre de hérissons qui arrivent scalpés par des tondeuses, c'est assez affolant. Je parle de hérissons, mais il n'y a pas que les hérissons. Les couleuvres, les vipères, enfin voilà, il y a énormément d'animaux qui pâtissent de nos tondeuses. Donc, si je pouvais aussi donner un conseil, c'est surtout éviter tout ce qui est tondeuse automatique. Les petits robots tondeuses, c'est pas forcément bon non plus. Là, on parle plutôt de hérissons, etc., mais il y a également des insectes qui en pâtissent, évidemment. Donc ensuite, je diversifie les essences des végétaux dans mon jardin.
Donc, comme je vous l'ai expliqué plus avant, tout est question d'équilibre des écosystèmes. Donc, il faut vraiment penser à diversifier et surtout ne pas rentrer dans un système trop... je ne sais pas si on peut parler de monoculture en jardin, mais en tout cas, voilà, plus vous diversifierez, plus l'écosystème se sentira à l'aise, plus vous verrez venir de nouvelles espèces potentielles chez vous, et plus vous aurez également de, voilà, de qualité, de diversité dans votre jardin. Il faut évidemment choisir des essences qui sont adaptées aux conditions climatiques locales. Donc, ne pas aller chercher des plantes exotiques qui, de toute façon, ne pourront pas tenir chez vous. Et créer du coup des habitats pour de nombreuses espèces, donc insectes, mammifères, oiseaux, etc. Et du coup diversifier également la source de nourriture pour la faune sauvage, quelle qu'elle soit. Donc, évidemment, vous pouvez tout à fait planter d'autres essences. Pour cela, il y a un document qui a été fait spécialement adapté pour la région Centre-Val de Loire. Donc, c'est une notice pour le choix des arbres et d'arbustes pour la végétalisation à vocation écologique et paysagère en Centre-Val de Loire. Donc, c'est un document qui a été fait par le Conservatoire botanique national du bassin parisien. Donc, le bassin parisien, c'est une zone c'est pas une zone administrative, hein, c'est vraiment une zone, on va dire, écologique. Donc voilà, ce document est adapté. On vous le mettra dans la conversation également. Donc si vous avez envie de planter un arbre, de planter des haies, voilà, n'hésitez pas à vous référer à ce document euh, qui est très très bien fait et dont nous on se sert, dont on se sert souvent. Donc, je favorise l'accès aux ressources alimentaires naturelles pour la faune sauvage. Donc, je vous ai parlé du lierre, hein, par exemple, qui a la faculté de faire des baies en plein hiver. Euh, donc, les ressources alimentaires sont plus rares en raison de l'urbanisation, de l'artificialisation des sols et de la fragmentation des milieux. Euh, donc, plus vous aurez de végétaux, plus vous participerez également à la désartificialisation des sols et à la défragmentation des habitats. Puisque les animaux, pour se mouvoir, ont besoin d'un certain type d'habitat. Typiquement, les herbes hautes servent à peu près à tous les animaux. Les hérissons vont les préférer, les serpents vont les préférer. Enfin, vraiment, tous les animaux qui cherchent naturellement, de toute façon, à se cacher de nous, vont préférer nettement les herbes hautes à une herbe rase. Donc, les conseils, c'est laisser pousser les plantes spontanées, préserver le bois mort, qui a son intérêt également pour la faune, puisqu'il sert d'habitat à de nombreuses espèces, conserver le lierre grimpant et préserver et planter des arbres fruitiers à graines et à baies sauvages. Si vous avez envie de faire, voilà, de planter une haie, n'hésitez pas à avoir une haie nourricière, que ce soit pour vous comme pour la faune. Ensuite, donc vous pouvez mettre à disposition une mangeoire pour la petite faune. Donc là, encore une fois, il existe diverses mangeoires pour divers animaux. Donc il y a évidemment les oiseaux qu'on peut aider l'hiver, mais pas que. Il y a également les écureuils qui seront ravis de venir picorer à la mangeoire. Donc nous, on préconise de nourrir uniquement l'hiver, donc d'octobre à mars, et de laisser les animaux se nourrir seuls le reste de l'année. Il faut évidemment penser à nettoyer et à désinfecter de manière régulière les mangeoires, puisqu'en fait, les mangeoires peuvent malheureusement être vecteurs de maladies. Donc, c'est principalement à cause d'une mangeoire qui n'aurait pas été nettoyée qu'il peut y avoir une hécatombe chez vous. Donc, vous allez observer des animaux morts au pied de la mangeoire, c'est qu'il y a un problème, il y a une maladie qui s'est diffusée. Donc, voilà, c'est important de les nettoyer. Euh, donc pour le nourrissage, il ne faut pas nourrir les animaux avec n'importe quoi, donc évidemment pas de pain. Donc on vous conseille tout ce qui va être tournesol noir, cacahuètes non salées évidemment, maïs concassé, fruits flétris, boules de graisse, pain de graisse, noix, noisettes, donc évidemment tout ça sans graisse de palme. Si vous pouvez les faire maison chez vous, c'est encore mieux. Donc là, c'est pareil, hein, il y a des recettes qui sont toutes simples à faire. Vous pouvez les faire avec vos enfants ou vos petits-enfants. Mais voilà, chaque animal se nourrira
d'une chose en particulier. Certains vont préférer les fruits, d'autres vont préférer le tournesol, certains autres les cacahuètes. Donc, plus vous aurez l'occasion de diversifier la nourriture que vous mettrez à disposition, plus vous aurez la chance d'observer des espèces diverses. Et ne soyez pas étonnés si les écureuils viennent manger à la mangeoire à oiseaux. Ils aiment bien. Donc, Marion vous a préparé un petit quiz. Oui, deuxième question. Alors, hop là. Bon, on va voir si vous avez bien écouté Malvina à l'instant. Bon, pas de suspense, hein, personne n'a donné de frites à manger aux oiseaux et merci pour eux. Le pain, bon, je crois qu'on parle à des personnes qui savent un petit peu de quoi il s'agit, donc pas de pain pour les oiseaux, hein, puisque ça leur provoque des maladies, ils ne peuvent pas le digérer. Les graines de tournesol, ben, c'est le grand classique de nos mangeoires, comme Malvina vous l'indiquait. Et alors, juste, j'ai fait exprès de prendre cette photo précise de boules de graisse, dont la nourriture est très bien pour les oiseaux en hiver, notamment pendant les périodes de gelée. Par contre, c'est le contenant qui n'est pas très adapté aux oiseaux. Les filets de ce type, en fait, peuvent être très nocifs pour les petits oiseaux qui vont aller s'en mêler les plumes, les pattes à l'intérieur. Donc, on va aller leur préférer plutôt des mangeoires spécifiques ou disposer autrement les boules de graisse, mais pas à l'intérieur de ces filets à clémentine, par exemple. Si jamais vous avez des boules de graisse avec filets parce que voilà, vous les avez achetées comme ça, n'hésitez pas à retirer les filets et à disposer les boules de graisse différemment. Vous pouvez également simplement poser les boules de graisse dans un contenant. Les oiseaux viendront, hein, quoi qu'il arrive. Simplement, bah, il faut que ce soit à l'abri de l'eau, par contre. Euh, mais sinon, il y a des mangeoires silos, hein, exprès pour disposer les boules de graisse. Alors, donc, je favorise la circulation de la faune sauvage. Donc, je vous en ai déjà pas mal dit sur ce sujet. Donc, de par notre activité, on morcelle le territoire, donc on détruit des milieux naturels malheureusement et on ne permet pas le bon déplacement de la faune sauvage. On fragmente leur milieu et donc il devient de plus en plus difficile pour la faune sauvage de se déplacer et parfois même de se reproduire. Euh, on peut, par la fragmentation des habitats, donc il y a évidemment les routes, hein, mais on peut également avoir des grillages trop fins, des barrières qui vont être jusqu'au sol. Donc, n'hésitez pas à relever de quelques centimètres si vous le pouvez ou à couper de façon à pouvoir laisser la petite faune passer. Si vous avez un grillage, vous pouvez très bien créer des passages à faune. Donc, maintenant, ils font des trucs très bien. Vous avez juste à découper le grillage, à mettre un petit truc autour de façon à alors, soit vous pouvez en acheter un tout fait, soit vous pouvez le fabriquer de façon à protéger quand même l'animal quand il passe et qu'il ne se coupe pas. Mais ça permettra aux hérissons notamment de passer et aux crapauds également. Euh, et voilà, donc les haies également les haies et herbes hautes sont indispensables pour la circulation. Euh, et puis, donc, comme je vous l'expliquais, vous pouvez rehausser votre portail. Donc, ça, encore une fois, c'est une question technique, mais c'est possible. Et donc, comme ça, vous participerez à la connexion des habitats. Et là, si on prend l'exemple des crapauds et des grenouilles, voilà, il y a c'est des espèces qui sont migratrices, qui vont avoir besoin de se déplacer pour d'aller d'un point A à un point B pour pouvoir se reproduire. Donc, il est important pour nous de ne pas segmenter les habitats. Je rappelle également qu'il est complètement interdit de détenir un animal sauvage, c'est-à-dire que si vous avez un hérisson dans votre jardin qui vient naturellement, c'est tant mieux, mais il ne faut surtout pas l'empêcher de partir. S'il trouve à manger chez vous, il reviendra quoi qu'il arrive. Mais voilà, vous ne pouvez pas, même si vous avez un très grand jardin, vous ne pouvez pas l'enfermer, le cloisonner chez vous. Et ça, c'est valable pour n'importe quel animal. Il faut qu'ils puissent se mouvoir comme ils veulent. C'est pareil, donc je parlais des routes. Bon,
je pense que vous avez déjà tous vu des animaux écrasés sur la route, malheureusement. Euh, donc ça, encore une fois, hein, c'est de la responsabilité de chacun de faire attention. Il existe également, si vous voyez par exemple chez vous des animaux écrasés toujours au même endroit, il existe des panneaux qui sont vendus par la LPO et par d'autres, hein, mais il existe des panneaux qui disent attention, ralentissez, traversée de hérissons. Bon, est-ce que c'est très utile à voir, mais en tout cas, ça peut quand même vous faire ralentir certains qui seraient sensibles à la faune sauvage. Donc alors, une pollution auquel on a parlé des pesticides, mais une pollution auquel on ne pense pas toujours, c'est la pollution lumineuse. Donc, il faut absolument limiter autant qu'on le peut. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que de plus en plus de communes réduisent l'éclairage, bon, déjà pour des questions de coût, mais également pour préserver la faune sauvage. Euh, la pollution lumineuse, c'est tout ce qui va être présence anormale et gênante de lumière artificielle nocturne. Euh, donc, l'obscurité est absolument nécessaire. Euh, et les lumières artificielles peuvent avoir un effet d'attraction ou de répulsion sur certaines espèces. Et il est important pour nous de préserver ce qu'on appelle la trame noire, puisqu'il y a des animaux qui sont complètement nocturnes et qui ont besoin de cette trame pour se déplacer. Donc la pollution lumineuse peut avoir plusieurs effets, donc des effets physiques tout d'abord, abîmer la rétine des espèces nocturnes et peut également désorienter ces espèces. On peut également avoir une prédation accrue, puisque des animaux qui normalement ne seraient pas vus pourront être vus par des prédateurs qui, eux, n'ont pas forcément de vision nocturne. On peut également avoir une perte de ressources alimentaires ou d'habitat. Donc, typiquement, les chauves-souris qui ont besoin d'obscurité pour se déplacer, bah, forcément, s'il y a de la lumière partout, alors certaines vont y trouver leur compte et venir chasser sous les lampadaires, mais pas toutes. Il y en a qui ont besoin d'obscurité totale. Donc, on parlait de désorientation également. Ça, c'est une certitude. Enfin, que ce soit chez les oiseaux ou autres, ils auront du mal à retrouver leurs repères. Et ça perturbe également l'horloge biologique des animaux. Donc, en pleine nuit, si c'est très éclairé, vous pouvez entendre, ça arrive surtout dans les grandes villes, vous pouvez entendre des oiseaux diurnes chanter au milieu de la nuit. Donc, ça, c'est absolument pas normal. Et donc, imaginez les, euh, les, les dégâts physiques que ça peut créer, complètement le système. Euh, la pollution lumineuse a également des effets sur la migration, puisqu'en fait, les oiseaux migrateurs migrent la nuit principalement. Et en fait, les lumières vont potentiellement les désorienter de leur axe. Euh, et les amphibiens également ont besoin d'obscurité pour migrer. Il y a Voilà, c'est des animaux qui sont gênés par les lumières artificielles. Et, euh, et en fait, les amphibiens, principalement, donc il y a des études qui ont été menées sur l'impact de la lumière sur les amphibiens. Et en fait, les amphibiens n'arrivent plus à distinguer ce qui est proie, enfin, prédateur ou congénère. Et donc, se retrouvent à se faire prédater en pensant que c'est un congénère, quoi. Donc, ça a toute son importance. Je vous invite bien évidemment à sensibiliser vos communes si ce n'est pas encore fait, mais ne serait-ce que réduire l'intensité, réduire la durée de l'éclairage, enfin, améliorer l'orientation, changer le système, la couleur de l'ampoule, etc. Tout a un impact. Il y a plein de documents qui ont été conçus exprès à destination des collectivités. Donc, si vous avez envie de sensibiliser un peu votre commune sur le sujet, n'hésitez pas. Marion, le quiz. Le quiz est là. Alors, combien d'espèces de chauves-souris pensez-vous que nous avons en Centre-Val de Loire? Bon, les avis sont partagés, mais quand même,
Bonne réponse générale. Il y a bien 24 espèces de chauves-souris qui ont été recensées dans notre région. Alors, les chauves-souris, chez vous, vous pourrez les retrouver dans vos combles, par exemple, pendant l'été, où vous aurez des colonies de miss-bas, de femelles, ou en hiver dans vos caves, si vous en avez, et parfois derrière vos volets. On a des petites chauves-souris qui aiment bien se profiter de cet endroit pour passer leur journée. Et petite précision, si vous accueillez des chauves-souris et que vous trouvez du guano, le guano, donc les déjections des chauves-souris, c'est un excellent engrais. Si vous avez un petit jardin chez vous, vous pouvez vous en servir. Voilà, n'abusez pas du guano puisque c'est très puissant. Mais sinon, c'est un super engrais pour le jardin. Donc, nous avons parlé des pollutions lumineuses, mais il y a également une autre pollution insoupçonnée qui est la pollution sonore. Donc, par pollution sonore, ce seront tous les sons anormaux et gênants pour la faune qui ont une sensibilité différente de la nôtre. Donc, les animaux ont besoin de se reposer et d'émettre des sons que nous percevons plus ou moins. Et donc, les sons urbains peuvent être, donc je dis urbains, mais les sons produits par l'humain de façon générale, hein, peuvent être vecteurs de perturbation pour les organismes qui doivent du coup s'adapter et modifier leur comportement pour survivre. Donc, typiquement, une pollution sonore peut créer du stress, mener à des pathologies et avoir un sommeil dégradé sur certaines espèces. Peut également entraîner l'impossibilité de communiquer avec ses congénères, donc typiquement les oiseaux qui ont besoin de communiquer entre eux par des chants ne vont plus s'entendre et donc vont être obligés de chanter plus fort s'ils le peuvent. Et donc, la pollution sonore fait qu'il y a également un risque de prédation accrue, puisque ne pouvant pas entendre le prédateur arriver, l'animal, l'oiseau par exemple, se fera attraper. Euh, donc, les animaux ont développé 3 stratégies pour lutter contre les pollutions sonores. Donc, comme je vous le disais, chanter plus fort, répéter leur chant ou décaler en tonalité. Donc, ce qui est compliqué puisque c'est une évolution qui demande du temps quand même et qui ne peut pas se faire, enfin, qui a forcément une limite. L'oiseau ne pourra pas chanter aussi, enfin, sera forcément coincé à un moment donné et donc ne pourra plus se reproduire. Donc, il est important pour nous de préserver ce qu'on appelle la trame blanche. Donc, c'est un peu comme une trame noire ou une trame verte pour les arbres et trame bleue pour l'eau. Donc là, ici, on parle de trame blanche. C'est un nom assez récent. Donc, toutes les études sont en cours, hein, évidemment. C'est des données qui sont assez peu connues pour l'instant. Et donc, si vous avez des éléments potentiellement bruyants chez vous, des éléments surtout bruyants et répétitifs, donc typiquement, ça peut être quelque chose qui claque, ça peut être une plaque d'égout qui fait du bruit en permanence. N'hésitez pas à tout faire pour stopper ce bruit. Donc, ce que vous pouvez faire également pour atténuer les effets de la pollution sonore, donc c'est végétaliser, puisque de toute façon, les végétaux vont venir faire un mur sonore. Euh, Vous pouvez également adapter les travaux d'entretien. Donc, alors là, ça va surtout concerner les chauves-souris, par exemple. Donc, si vous pouvez reporter vos travaux à plus tard parce qu'elles sont présentes, c'est tant mieux. De même, les travaux d'entretien du type tout ce qui va être outils faisant du bruit, hein, les outils thermiques, etc. N'hésitez pas à décaler cela. Et donc, comme je vous le disais, limiter les sons réguliers. Et oui, on n'a pas parlé, je vois dans la conversation, on n'a pas parlé de pollution visuelle, mais oui, il y a tout à fait, et effectivement, les fenêtres et baies vitrées, on en reparlera un peu plus tard, mais oui, ça, c'est également un fléau pour la faune sauvage, hein, notamment pour les oiseaux qui viennent se cogner sur les vitres. Alors, on observe aussi parfois, vous pouvez avoir des oiseaux qui viennent taper en permanence sur vos carreaux. En fait, c'est parce qu'ils voient leur reflet et donc ont l'impression de se battre avec un autre mâle, souvent. Donc, n'hésitez pas à mettre quelque chose devant, à fermer un rideau, un volet, comme ça, ils ne verront plus leur reflet.
Donc pareil, hein, la LPO a beaucoup de documentation sur le sujet si ça vous intéresse. Et si jamais, par exemple, vous travaillez aussi dans un milieu où il y a beaucoup de surfaces vitrées, vous pouvez aussi agir. Et donc n'hésitez pas, encore une fois, il y a plein de solutions qui existent, plus ou moins onéreuses. Euh, mais voilà. Donc je favorise les gîtes naturels et aménage mon jardin pour accueillir la faune. Donc, alors, tout d'abord, on tient à préciser qu'il faut favoriser les gîtes naturels et que les nichoirs artificiels viennent en complément de ces gîtes et donc ne viennent en aucun cas remplacer un gîte naturel. Un animal préférera naturellement aller vers quelque chose de naturel que quelque chose d'artificiel. Donc, pour diversifier les habitats naturels, vous pouvez évidemment créer ou préserver des zones humides, les herbes hautes, les haies champêtres, les strates végétales et diversifier tous ces éléments-là. Donc, pour recréer des zones sauvages, vous pouvez conserver les cavités naturelles, donc que ce soit dans les arbres ou autres édifices. Le laisser, ça peut également être dans les bâtiments, hein. Il y a des bâtiments voilà, avec des crevasses, des trous naturels qui fragilisent en rien la structure du bâtiment. Et donc, n'hésitez pas à laisser l'accès à ces zones-là qui seront favorables, que ce soit aux oiseaux, aux lézards et à beaucoup d'autres insectes. Laisser le bois mort sur place, qui servira d'habitat, notamment pour le hérisson qui aime beaucoup. Laisser le lierre, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, hein, qui sert de gîte, notamment pendant l'hiver, mais pas que, hein, au printemps également. Euh, donc des petits habitats complémentaires, donc vous pouvez disposer des tas de branches, des tas de pierres, qui là sont utiles pour les reptiles notamment, des tas de bois et de feuilles mortes. Vous pouvez poser des gîtes pour les chauves-souris, pour des nichoirs à oiseaux également. Il y a des gîtes à hérissons qui existent également. Euh, il y a des gîtes pour les blaireaux aussi. Enfin, il y a vraiment des habitats artificiels pour beaucoup d'animaux. Euh, et donc, n'hésitez pas à compléter le potentiel d'accueil et ne pas remplacer celui-ci. Donc Marion, à chaque fois, vous met hein, dans la conversation des petits guides à cet effet. Euh, je tenais à faire un focus également sur les loges de pique, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais donc les loges que fabriquent les piques dans les arbres sont utilisées uniquement la première année. Donc la deuxième année, ils iront en reconstruire une. En revanche, la loge pourra abriter les années suivantes tout un tas d'autres animaux qui sont cavernicoles, hein. Donc, par exemple, la huppe faciée, la mésange, le torcol fourmilier ou encore la citelle torche-peau. Et donc, tous ces éléments-là favorisent l'équilibre insectes-plantes, puisque ce sont des prédateurs hein, d'insectes. Donc, voilà. Encore une fois, hein, on revient toujours à la notion d'équilibre qui est importante. Donc, il faut absolument préserver ces loges. Et donc, si vous avez, par exemple, un arbre mort, mais qui a aucun risque de tomber, n'hésitez pas à le laisser en place. Voilà, il abritera, en plus d'abriter un certain nombre d'oiseaux, il abritera aussi un certain nombre d'insectes qui ont besoin de bois mort pour se développer. Donc ici, on vous a mis quelques photos de nichoirs, de gîtes et autres habitats que vous pouvez disposer chez vous. Donc évidemment, toujours en respectant des orientations, en respectant une certaine hauteur. Par exemple, si vous mettez un gîte à chiroptère, donc à chauve-souris, à 1,50 m du sol, bon, il y a peu de chances qu'il soit occupé. Euh, il faut privilégier la hauteur, privilégier les endroits calmes. Euh, voilà. Petit quiz. Oui, nouveau quiz. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Est-ce que vous savez ce que c'est?
Je vois que les réponses continuent d'arriver. Pas de succès pour la mangeoire, pour les chardonnerets. Eh bien, la majorité des gens ont trouvé, c'est bien un distributeur de poils. Et pour ne rien vous cacher, c'est un distributeur de poils de chien qui est chez Malvina. Oui, c'est ça. C'est voilà, c'est Malvina donc, qui récupère les poils de son chien pour les disposer, les mettre à disposition dans son jardin pour les oiseaux qui vont alors s'en servir pour aller fabriquer leur nid et se constituer un petit nid douillet. Alors pour précision, si vous faites ça, il faut faire bien attention à ce que les chiens ne soient pas lavés avec des produits chimiques. Voilà, utiliser des shampoings naturels. Et Et attention à donc, l'antipuce voilà, également. c'est ça. Et donc, ça aurait pu, hein, le nitroglodyte mignon, c'est vrai que ça pourrait y ressembler, mais non. Non, non. Et donc là, le distributeur de poils, pareil, hein, les poils, vous pouvez les mettre dans n'importe quel contenant, hein. Moi, je l'ai suspendu parce que je le pouvais. Mais enfin, les mésanges chez moi viennent jusqu'à chercher les poils sur le paillasson. Donc voilà, vous pouvez les disposer dans une coupelle. Ils viendront se servir sans problème. Et à chaque fois, ça remporte un franc succès. Donc n'hésitez pas. Poils de chien, de chat. Par contre, pas de cheveux, s'il vous plaît. Puisque les cheveux, en fait, qui ont une résistance très forte, vont venir s'entortiller sur les pattes des oiseaux et donc vont les contraindre. Enfin, donc, vous risquez de vous retrouver plus avec des problèmes qu'autre chose et ne leur rendrez pas forcément service. Donc ensuite, vous pouvez cohabiter avec la faune et la flore sauvage du bâti. Donc alors pour la faune, on peut citer notamment donc, les chauves-souris, comme vous l'a expliqué tout à l'heure Marion, vous pouvez les retrouver dans vos greniers entre autres ou derrière vos volets. Vous avez également des oiseaux cavernicoles, donc enfin cavicoles, donc type moineaux, mésanges et martinets, donc qui ont besoin de trous dans les façades pour nicher. Vous avez également des oiseaux semi-cavicoles, donc type rouge-gorge, rouge-queue, bergeronnette et troglodyte mignon, donc qui s'installeront sur le bâti aisément. Vous avez d'autres oiseaux type hirondelle rustique, de fenêtres, les rapaces nocturnes et diurnes, qui, voilà, en fonction des espèces, vont préférer les granges, les greniers. Enfin, mais n'hésitez pas, si vous pouvez leur laisser l'accès, ils s'en feront une joie. Si vous rencontrez également des problèmes de cohabitation, il existe hein, des solutions adaptées. Vous pouvez également accueillir des reptiles, donc les lézards entre autres, les insectes, beaucoup d'insectes, donc les abeilles solitaires, les coccinelles, les chrysopes, les forficules, donc les perce-oreilles, hein, et de nombreux papillons. Et donc pour la flore, alors c'est pareil, on ne vous a pas mentionné la flore qui peut potentiellement pousser, mais là on vous a mis une photo de lierre. Donc encore une fois, hein, c'est vraiment, si je ne peux que vous inviter à le préserver, simplement voilà, faire attention à ce qu'il s'enracine bien dans le sol et pas dans votre mur, et à ce qu'il n'atteigne pas le toit. Donc, vous pouvez restaurer ou créer une mare ou ajouter un point d'eau si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une mare. Donc pour cela, vous pouvez soit créer une petite mare, toujours avec une rampe d'accès anti-noyade, ou alors avec un sol peu pentu, de façon à ce que ça ne se transforme pas en piège pour la faune qui irait s'y noyer. Vous pouvez disposer également des petites coupelles qui serviront à toute la faune de façon générale, y compris aux insectes. À l'abri des prédateurs toujours, donc faire attention aux chats notamment, ou si vous avez un chat, lui mettre une petite clochette pour que les oiseaux puissent s'enfuir avant, oiseaux et autres animaux d'ailleurs. Et à renouveler l'eau régulièrement, toujours pour éviter les maladies. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, on a des vagues de sécheresse importantes, notamment de canicules. Donc, n'hésitez pas vraiment à mettre à disposition de l'eau qui se raréfie naturellement, on va dire. Donc, vous pouvez vraiment aider la faune sauvage en faisant ce petit geste. Donc, vous pouvez également faire des cascades, par exemple. Alors, voilà, encore une fois, tout dépend de ce que vous avez. Pareil, la mare, moi, je vous invite à créer une mare si vraiment vous avez déjà une zone humide chez vous, ou alors faire vraiment un petit bassin. Mais voilà, vous n'allez pas faire une mare de 200 mètres carrés si, s'il n'y a pas eu de zone humide naturelle à un moment donné chez vous.
pareil, hein, il existe plein d'outils et de documentation sur comment bien construire ma mare. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Et on a beaucoup de choses, encore une fois, à disposition. Donc, vous pouvez également récupérer l'eau de pluie, bien évidemment, surtout suite aux problèmes de sécheresse et de canicule. Donc, vous pouvez faire une dérivation sur votre gouttière vers une cuve ou une citerne ou en disposer une dans le fond de votre jardin, comme vous pouvez. Mais faites-le si vous le pouvez. Vous pouvez également disposer des composts pour recycler vos déchets organiques. Donc, en plus de dégradation naturelle, le compost peut aussi être un milieu de vie et aussi un milieu de vie pour de nombreux animaux et insectes de façon générale. Vous allez pouvoir avoir Enfin, ça peut être utile pour de nombreux animaux. Donc, si vous pouvez avoir un compost ouvert, c'est tant mieux. Ça servira de gîte. Si vous ne le pouvez pas pour des questions, par exemple, de présence de rats, ça arrive, bah, fermez-le, hein, n'hésitez pas. Donc, pour ça, il suffit d'avoir Donc, mélangé à la terre, il sert de terreau. Il réduit également le volume des déchets organiques, attire de nombreuses espèces, comme je vous l'ai indiqué. Sur 1 cm² de compost, on dénombre plus de 3 milliards de micro-organismes. Donc pareil, hein, qui sont très importants pour le sol. Donc n'hésitez vraiment pas, même un petit, c'est toujours le bienvenu. Et s'il y a un problème d'odeur, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part. Donc pareil, renseignez-vous, il faut peut-être apporter de la matière sèche. Enfin voilà, on est encore sur de l'équilibre, mais normalement, il n'y a pas d'odeur sur les composts. Et on évite aussi de mettre tout ce qui est viande dedans, évidemment. Alors, donc je neutralise les pièges potentiels pour la faune au jardin. Donc, alors là, on vous a déjà parlé des points d'eau, donc on évite les risques de chute et de noyade. Alors, on a parlé des points d'eau type mare, etc. Mais vous êtes peut-être certains à avoir des piscines. Si jamais vous avez des piscines, essayez de mettre une rampe. Alors, soit vous pouvez en acheter toute préfaite, soit vous pouvez aussi en fabriquer. Il suffit, par exemple, de mettre une petite cagette, les cagettes bleues en plastique, enfin, de trouver en tout cas de quoi faire une petite rampe sur lesquelles les animaux vont venir s'accrocher et en sortir. Voilà, j'ai déjà sorti et sauvé de justesse un hérisson qui nageait dans une piscine, parce que oui, un hérisson, ça nage très bien, mais ça ne peut pas ressortir tout seul d'une piscine. Donc, ils ont vraiment besoin de vous. Donc, pensez-y. Évitez également tout ce qui va être cavité piège. Donc là, ça va être les conduits de cheminée, les poteaux creux et les gouttières dans lesquels les animaux vont venir s'enfermer et ne vont plus pouvoir ressortir. Il arrive qu'on voit des oiseaux faire leur nid dans le fond des poteaux et qui en fait ne peuvent pas sortir. Donc on se retrouve avec, voilà, avec des oiseaux qui malheureusement meurent. Donc les pièges également, donc tout ce qui va être déchets ménagers. Donc là, ça va plutôt être tout ce qui risque de couper ou d'entraver. Donc typiquement, alors ça se fait de moins en moins et heureusement pour nous, mais tout ce qui va être les espèces de filets en plastique qui retiennent les canettes, ce genre de choses. Tout ce qui va être, donc je vous disais les cheveux c'est pareil, on évite de les lancer par la fenêtre puisque ça peut entraver les pattes des animaux. Tout ce qui va être filet, tout ce qui va être boîte de conserve, verre, enfin voilà, toutes ces choses-là, on évite au maximum. Donc les baies vitrées, comme on en discutait tout à l'heure, donc installer des rideaux ou des silhouettes anti-collision. Alors les silhouettes anti-collision, on vous conseille de les mettre à l'extérieur de vos fenêtres. Ce sera beaucoup plus efficace. Et donc, c'est pareil, hein, il y a vraiment de la documentation là-dessus qui est de mieux en mieux référencée, puisqu'en fait, les animaux n'ont pas la même perception que nous. Et malheureusement, il est difficile de savoir, enfin voilà, d'avoir vraiment la vision de chaque animal. Mais voilà, nous, pour ne pas vous le cacher, au boulot, on a eu des problèmes au bureau de la LPO, on a eu des problèmes de collision avec des oiseaux qui venaient se cogner à une fenêtre alors qu'on avait des silhouettes anti-collision. Et en fait, on a découvert qu'il fallait donc les mettre à l'extérieur et on en a réimprimé également. On a fait simplement des ronds blancs avec des formes de spirales plutôt grises, je crois, qu'on a collé à l'extérieur. Et depuis, on n'a plus du tout de problème.
Donc, il ne s'agit pas d'en étaler sur toute la fenêtre, hein, mais simplement à des points vraiment spécifiques et de différentes tailles. Et en fait, ça permettra à l'oiseau de comprendre qu'en face de lui, il y a un obstacle. Et donc, évidemment, la prédation avec les animaux domestiques, donc tout ce qui va être chat et chien. Donc, il existe diverses solutions si vous voulez éviter ça. Il y a des fiches qui sont faites par la LPO France qui sont très bien. Prochainement, il y en a une sur le chien qui va sortir. Donc, si vous rencontrez des difficultés avec vos animaux domestiques, n'hésitez pas à vous y référencer. C'est vraiment très bien fait. Et pareil je parle de fiches, mais en fait, on a également la LPO France, ça fait des fiches sur beaucoup, beaucoup d'animaux avec lesquels on peut rencontrer des difficultés de cohabitation. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. Notamment, par exemple, je pense à si vous rencontrez des problèmes de prédation sur vos poulaillers, ce genre de choses. Il y a des fiches pour ça, donc qui peuvent vous aider à mettre en place des solutions pérennes. Alors, pour ceux qui n'ont pas de jardin, mais qui ont un petit extérieur quand même, de type balcon, sachez que vous pouvez également agir pour la faune. Donc, en y installant des fleurs sauvages, par exemple, dans des pots, des plantes grimpantes sur du treillage. Donc là, vous pouvez très bien essayer d'y mettre du lierre, hein, sans problème. Des plantes aromatiques ou légumes bio, donc toujours sans pesticides. Y mettre des abris pour les oiseaux, donc des gîtes, des nichoirs, des distributeurs de graines, des abreuvoirs, des mini-hôtels à insectes ou des gîtes pour les chiroptères. Alors, les hôtels à insectes, c'est pareil, hein. Bien évidemment, on privilégie avant et toute chose l'habitat naturel. Ne soyez pas étonnés si les insectes ne s'installent pas tout de suite. Et pareil pour vos gîtes et, euh, et nichoirs. Alors, le nichoir, si la première année, c'est normal qu'il ne soit pas occupé. Si la deuxième année, il n'est toujours pas occupé, c'est que vous ne l'avez probablement pas positionné au bon endroit ou à la bonne hauteur ou à la bonne orientation. Donc, voilà, posez-vous ces questions-là, déplacez-le, refaites un test et vous verrez. Mais bon, typiquement, les nichoirs à mésanges sont occupés très, très facilement. Donc, n'hésitez pas. Pour les hôtels à insectes privilégient quand même énormément les habitats naturels. On évite de faire des trop gros hôtels à insectes, puisque qui dit hôtel à insectes trop gros dit garde-manger de fou pour un prédateur potentiel. Donc, on privilégie plutôt les petits. Et puis, évidemment, si vous mettez des plantes sauvages, on privilégie quand même des essences non horticoles. Voilà. Et donc, comme ça, vous pourrez attirer abeilles, oiseaux et autres espèces. Alors, c'est autre chose. Donc, pour aller plus loin dans les actions, donc, alors, tout d'abord, vous pouvez donner un coup de main à la faune en détresse. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de le faire ou déjà rencontré un oiseau qui était mal en point parce qu'il s'était fait taper par une voiture, par exemple. Donc, sachez qu'il existe des centres de soins pour la faune sauvage partout dans la région. Donc, vous pouvez aller sur notre site internet où nous avons référencé tous les centres de soins de la région et nous tenons à jour cette carte régulièrement. Vous y trouverez également tous les premiers conseils en cas de, voilà, si vous trouvez un oisillon, est-ce que je dois le ramasser, pas le ramasser. Vous y trouverez tous les premiers conseils. Si vous avez un doute, vous appelez les centres de soins qui vous guideront. Donc voilà, cette carte, vraiment, référez-vous-y, imprimez-la si vous voulez. Mais voilà, ils sont tous là pour vous répondre et pour vous donner les bons conseils. Il y a également des numéros SOS Chiro qui existent, donc vraiment dédiés aux chiroptères, puisque ce sont des animaux vraiment particuliers. Donc, il y a des spécialistes sur toute la région qui vous répondront. Ces spécialistes, ils sont basés dans les associations naturalistes de la région. Donc, il y a un numéro, voire plus, par département, donc n'hésitez pas. Et sachez que vous pouvez également devenir rapatrieur bénévole ou bénévole aussi dans des centres de soins pour tout ce qui va être leur donner un coup de main
leur donner un coup de main au centre. Donc n'hésitez pas. Sur notre site internet, vous pouvez retrouver des missions rapatrieurs. Donc vous pouvez vous y inscrire. Nous, comme vous le savez peut-être, nous n'avons pas de centre de soins LPO. En revanche, nous transmettons vos coordonnées aux différents centres de soins. En précisant que vous êtes potentiellement volontaire pour rapatrier un animal. Donc, il y a aucun engagement, évidemment. C'est simplement que le centre de soins peut potentiellement prendre contact avec vous si vous êtes à proximité d'un oiseau en détresse, un oiseau ou autre animal en détresse, et vous demander si vous pouvez le rapatrier pour eux ou non. Donc, si vous avez des questions en particulier sur le rapatriement, je vous invite à vous rapprocher du centre de soins le plus proche de chez vous et ils sauront vous répondre. Le petit quiz. Dernière petite question sur les oisillons en détresse qu'on trouve en nombre en ce moment. Alors, eh bien, même si on veut bien faire en récupérant un oisillon en détresse pour s'en occuper soi-même, lui donner à manger, on ne peut pas, puisque la plupart des oisillons sont des oiseaux, font partie des espèces protégées et on n'a pas le droit de détenir des espèces protégées chez soi. Il faut tout de suite aller prendre contact avec le centre de soins le plus proche de chez soi, donc les contacts qu'on vous a transmis précédemment. Alors évidemment, le temps de faire le relais, vous avez le droit de le recueillir jusqu'à ce qu'il soit transmis au centre de soins. Et ce, c'est pour éviter plusieurs choses. D'une part, de donner des soins qui ne seraient pas adaptés aux oiseaux, puisqu'ils ont chacun des besoins spécifiques, une nourriture adaptée, une façon de nourrir voilà, spécifique. Les vétérinaires des centres de soins ont appris ces gestes. Et d'autre part, pour éviter tout ce qui va concerner le braconnage, malheureusement, des oiseaux, donc pour éviter de les détenir chez soi. Et au-delà de ça, certaines espèces risquent également de s'habituer très vite à vous et donc ne pourront plus retourner à l'état sauvage. Donc il est important pour la bonne santé de ces animaux d'éviter qu'ils s'habituent trop à l'homme et restent sauvages. Alors, vous pouvez également devenir ambassadeur de la nature. Donc, pour cela, vous pouvez développer plusieurs actions. Donc, vous pouvez à la fois partager vos connaissances autour de vous, bien évidemment, avec nous si vous le voulez. N'hésitez pas. Vous pouvez également devenir bénévole à la LPO, adhérent tout aussi, ou donateur si vous le souhaitez. Vous pouvez participer à des programmes de sciences participatives, de chantiers nature. Donc, nous, par exemple, on organise chaque année des chantiers nature en Indre-et-Loire en faveur des sternes, où on va dévégétaliser des îlots de la Loire pour qu'elles puissent se reproduire à nouveau l'année suivante. Vous pouvez également représenter la LPO lors d'événements, donc nous accompagner et tenir des stands à nos côtés. Et vous pouvez également devenir rapatrieur pour la faune en détresse, ce qu'on vous a expliqué précédemment. Donc pour tout cela, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On serait ravis de pouvoir vous accueillir et compter sur votre aide. Sachez que toute l'aide est la bienvenue, même si vous avez peu de temps, si vous avez des compétences particulières aussi, si vous êtes bricoleur, si vous faites de la compta aussi, pourquoi pas. Si vous aimez prendre des photos, si vous aimez rédiger des articles, n'hésitez pas, on prend toute l'aide possible, que ce soit en Indre-et-Loire, dans le Cher, dans le Loiret, partout, on sera ravis de vous accueillir. Donc n'hésitez vraiment pas. Donc les sciences participatives, il en existe beaucoup. Donc l'objectif de ces sciences participatives, c'est tout d'abord d'impliquer le grand public et non pas que des spécialistes, d'être accessible à tous, donc amateurs ou spécialistes, de participer à la collecte de données et d'informations qui sont précieuses pour nous et qui participent à la recherche scientifique,
Et donc, l'objectif, c'est de mieux connaître la biodiversité pour mieux la protéger. Donc, on vous a cité quelques programmes intéressants, mais bien évidemment, il en existe beaucoup. Donc, il y a l'Observatoire national des oiseaux des jardins, le Bird Lab, Spipol. Donc, alors, les deux premiers, ce sont spécifiquement pour les oiseaux. Spipol, qui va être plutôt destiné aux insectes pollinisateurs. Donc là, l'objectif, c'est de les photographier. Donc encore une fois, il suffit d'aller sur le site du Muséum national d'histoire naturelle et vous retrouverez toutes ces sciences participatives avec leur descriptif. Vous avez également le module PUBS, qui est l'Observatoire de la qualité biologique des sols. Vous avez également l'opération escargot. Donc là, voilà, c'est pour essayer d'identifier les escargots que vous avez chez vous. Donc tout ça, c'est vraiment des protocoles qui sont simples et que vous pouvez vraiment faire en famille si vous le souhaitez. Vous avez également la mission hérisson, donc à destination des hérissons. Sauvage de Baru, qui là concerne plutôt les plantes sauvages qui peuvent pousser autour de vous. Donc, si vous êtes citadin et que vous souhaitez y participer, n'hésitez pas. Et vous avez également donc, le portail naturaliste Faune France ou Faune Touraine pour ceux qui sont dans l'Indre-et-Loire, où vous pouvez renseigner vos observations. Voilà, et donc vous pouvez retrouver toutes les sciences participatives sur le portail Open, qui permet voilà, de filtrer en fonction des thématiques qui vous intéressent. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur tout ça et vous rendrez un fier service à la nature et à toutes les structures comme nous qui avons besoin de toutes ces données pour avancer. Et donc, la LPO Centre-Val de Loire a également développé cette année une enquête régionale à destination concernant les hirondelles, puisque 2023, à la LPO Centre-Val de Loire, c'est l'année de l'hirondelle. Donc, l'idée pour nous, c'est de se focaliser sur les hirondelles de fenêtre et les hirondelles rustiques en particulier, que vous pouvez retrouver sur vos bâtis. Et de pouvoir avoir une évaluation des populations nicheuses en Centre-Val de Loire. Donc, c'est simple. Il vous suffit de remplir un formulaire et d'indiquer si des hirondelles ont fait leur nid chez eux, hirondelles de fenêtre ou rustiques, et de nous le renseigner uniquement si vous avez des nids. Et vous pourrez suivre l'évolution des données grâce à une carte interactive. Voilà, tout est disponible également sur notre site internet si vous voulez en savoir plus. Et n'hésitez pas à vous renseigner également auprès de vos délégations. Marion pourra vous mettre le lien également sur l'article qui concerne ce programme-là spécifiquement. Donc, le comptage des oiseaux des jardins, donc, que vous devez connaître et qui arrive bientôt, qui va être samedi et dimanche. Donc, n'hésitez pas à y participer. Encore une fois, c'est un programme simple. Donc, comptage printanier et hivernal chaque année. Donc, si vous avez la possibilité, donc c'est sur des week-ends bien précis. Donc, si vous avez la possibilité d'y participer chaque année, c'est super parce que vous pourrez voir aussi l'évolution au sein de votre jardin. C'est un comptage pendant 1 heure, donc c'est vraiment court. Donc, si vous êtes présent chez vous, n'hésitez pas. Et donc, vous enregistrerez toutes vos observations sur oiseaudesjardins.fr. Sachez que vous pouvez également créer un refuge LPO pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc, l'idée, c'est de mettre en refuge LPO votre jardin ou votre balcon, mais on peut aussi avoir des refuges, on peut mettre des parcs en refuge. Donc là, c'est plutôt à voir avec votre commune. Donc, c'est un engagement moral auprès du propriétaire ou gestionnaire de terrain. Hein. Si vous êtes locataire, vous avez tout à fait le droit de le faire également. Et vous vous engagez à protéger la nature chez vous. Et donc, à respecter un peu tous les points qu'on a pu aborder aujourd'hui. Et donc, à respecter une charte commune qui est commune aux particuliers, aux entreprises, aux établissements, aux collectivités. Donc, n'hésitez pas. Vous aurez accès en créant votre refuge à beaucoup de documentation et de conseils qui vous seront apportés pour pouvoir préserver la faune sauvage chez vous. Et vous pourrez également avoir une petite évaluation, une auto-évaluation qui est disponible sur votre espace.
Donc, n'hésitez pas. Concernant les tarifs, c'est pour un particulier, c'est 35 € la première année et 15 € chaque année ensuite. Et donc, vous aurez accès donc, au refuge, au LPO Info Refuge. Vous aurez un petit kit également composé de documents. Utiles pour reconnaître les animaux chez vous, puis un nichoir qui sera adapté gîte ou balcon, enfin jardin ou balcon en fonction de ce que vous avez. Voilà. Donc non, effectivement, je lis les questions en même temps. On n'a pas particulièrement parlé des rapaces, puisque là, effectivement, les rapaces, en fait, c'est vrai qu'ils peuvent être chez certaines personnes. Il ne faut pas les oublier, c'est très important. Mais là, on est plus sur du cas un peu plus particulier où vous pouvez héberger effectivement chevêches, chouettes effraies, chouettes hulottes. Donc vraiment, si vous avez la possibilité de préserver leur habitat, les effraies par exemple qui peuvent nicher à l'intérieur des bâtiments, qui apprécient les greniers, les granges, ce genre de choses, vraiment préserver leur habitat. Il existe des nichoirs que vous pouvez venir mettre à l'intérieur pour qu'elles ne puissent accéder que dans le nichoir. Donc n'hésitez pas à nous contacter si jamais il y a quoi que ce soit. Mais évidemment, faites tout ce que vous pouvez pour les rapaces. Et voilà, nous en avons terminé. Donc maintenant, si vous avez des questions, nous vous invitons à lever la main et nous pourrons vous donner la parole. Et merci encore de votre attention. Alors, nous avons Nadine. Alors, Il faut activer le micro, Nadine. Si ouais, vous voulez poser la Nadine, question. vous pouvez réactiver votre micro. Mon micro est réactivé. Oui, Oui, bonsoir. super. Oui, une question concernant le texte qui stipule que les haies ne doivent pas être taillées pendant une certaine période. Est-ce que vous auriez ça pour que je puisse opposer à mon voisin? On vous mettra l'article. On vous mettra l'article dans la discussion. D'accord, oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques ou des choses à partager, des retours d'expérience? Eh bien non, tout le monde est sage. Ah, Lydie. Vous pouvez réactiver votre micro, Lydie. Oui, bonjour, enfin bonsoir. Oh. C'est vrai que moi je me questionne pas mal, j'ai un jardin depuis peu et c'est mon premier jardin, donc c'est vrai que j'essaie de faire en sorte que qu'il favorise un maximum la biodiversité. Je suis un refuge LPO, mais c'est vrai que je me pose toujours plein de questions. Au départ, alors j'ai acheté chez un pépinière qui vend des espèces locales, mais des arbustes. Mais c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, bon, bah, je vais laisser faire la nature, c'est toujours le mieux. Mais au final, le pépiniériste, il m'a dit, oui, mais si vous entretenez pas et si vous désherbez pas autour, ça va pas pousser. Donc, je désherbe un petit peu, mais du coup, je remue un peu la terre. Enfin, et c'est vrai que des fois, il y a toujours la limite entre laisser un maximum la nature tout en. Voilà, c'est vrai que là, c'est pareil, je laisse un peu en prairie, mais c'est vrai que ça pousse. Enfin, j'ai des petits arbustes végétaux qui vont vraiment haut et je me dis qu'il faut que j'entretienne un minimum. Donc c'est vrai que je me pose plein de questions et j'ai du mal des fois à trouver des livres qui puissent m'aider justement à savoir concrètement quoi faire Oui, pour mais favoriser. c'est toute la question de l'équilibre. Ça, c'est vrai que c'est pas évident. Alors, moi, je peux vous faire mon retour d'expérience personnelle. Quand je suis arrivée dans ma maison, donc j'ai un tout petit jardin, mais clairement, c'était un terrain vague. Il n'y avait rien, il n'y avait même pas d'herbe, il y avait pas de végétation, il n'y avait rien du tout. Donc, effectivement, on a dû d'abord commencer par un travail du sol pour aérer tout ça,
à portée de la porte. Enfin voilà, ça a été vraiment la première étape, ça a été vraiment de retravailler ce sol, faire des apports. Donc parfois il faut mettre aussi un petit peu de compost, ce genre de choses. Et puis après, donc on a évidemment ressemé, donc on a aussi semé des fleurs dans tous les sens, donc ça pousse de partout. Et puis on laisse toute la végétation naturelle en place. Néanmoins, je me suis fait un petit peu avoir l'année dernière en me disant je laisse tout pousser. Bah oui, mais en fait non, puisque comme j'ai pu l'expliquer un peu précédemment, il y a certaines plantes qui peuvent prendre le pas sur les autres. Certaines plantes peuvent être envahissantes. Je crois que moi, c'était alors, je ne redirai plus le nom, mais en tout cas, une plante rampante au sol, le liseron des oiseaux, peut-être, ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas spécialiste en plantes, mais qui, en fait, vient étouffer absolument tout ce qu'il y a si on la laisse faire. Donc, il faut contenir un peu, en laisser des petites touches, et puis, enfin, voilà. Il y a un juste équilibre à trouver entre je travaille pas. Faut faire des tests, enfin, personnellement, je ne suis pas experte en jardinage non plus, je ne suis pas experte en adventice, en flore sauvage, donc bah, j'observe en fait comment la nature se comporte. Et puis, je pense que le mieux, c'est aussi de se renseigner, c'est d'essayer d'identifier en fait ce qu'on a chez soi, pour voir quelle utilité ça a, quel comportement ça a aussi, puisqu'on va avoir aussi des végétaux qui vont pousser plus ou moins haut. Donc là, c'est pareil, il faut jouer avec ça. Mais évidemment, on peut aussi entretenir, tailler, c'est pas un problème. Il suffit juste de le faire à des bonnes périodes et de laisser aussi un petit peu libre cours à la nature, quoi. Ça marche, merci. Il y a la question de Mathilde, Malvina, que tu peux peut-être lire dans la conversation pour Ouais. rebondir à ce que tu disais. Oui, éviter de gratter la terre, c'est ça. Alors, il y a gratter et gratter. En fait, on peut gratter en surface. C'est possible. Mais typiquement, passer le motoculteur, vous allez, en fait, dans le sol, vous avez différentes strates dans votre sol avec différents habitants aussi. Typiquement, les vers de terre, il y en a que vous allez trouver plutôt en surface, d'autres plus en profondeur. Imaginez, vous retournez tout ça sur vraiment plusieurs centimètres, voire parfois plus que ça. En fait, tout le monde se retrouve complètement mélangé, pas naturellement du tout, se retrouve coupé également, puisque un ver de terre, il survivra pas au motoculteur, hein, ça c'est sûr. Donc l'idée, en fait, c'est d'y aller doucement, quoi. C'est de se dire, si vous grattez un peu la terre, en théorie, vous tuerez personne, quoi. Enfin, c'est simplement y aller doucement. Et donc, Et oui, on une n'a pas question parlé de du Catherine. motoculteur, mais si pardon. vous pouvez l'éviter, c'est mieux. Catherine Bourgoin qui avait une question également. Oui, bonjour. Moi, je reviens sur mon histoire de chouette chevêche qui est arrivée chez moi et qui me pose question. Je me suis aperçue cet hiver qu'elle avait élu domicile dans mon hangar. Je ne la voyais pas du tout, mais j'ai vu quelques plumes par terre et surtout des plots de réjection. Donc, je me suis aperçue qu'il y avait forcément un rapace puisqu'il y avait plots de réjection. Donc, j'ai levé Oui. la tête et je l'ai aperçue. Mais vraiment, j'ai vu les plumes, il me semble que c'était une chevêche. Et ensuite, bon, j'ai fait en sorte de rien changer à mes habitudes et de ne pas la déranger. Et après, il y avait plus de traces de vie, plus rien du tout, plus de chouette plus de plots de réjection. Et au bout de quelques semaines, elle est revenue, j'ai retrouvé des plots et je ne retrouve à nouveau plus aucune trace de vie. Donc, enfin, comment ça peut s'expliquer? Ah, bonne question. Alors, je ne suis pas experte en chouette, donc je ne saurais pas vous répondre, si ce n'est que ce que je sais, c'est que certains, alors notamment chez les chouettes, je sais que pendant la période de reproduction, il y a le mâle qui va chez la femelle ou la femelle qui va chez le mâle. Il y a une histoire comme ça. Donc peut-être que c'est lié à ça. Si quelqu'un parmi l'assistance a la réponse, on est preneuse. Et sinon, on peut aussi se renseigner pour vous répondre plus tard. Écoutez, merci en tout cas, mais bon, en tout cas, je suis toute contente de Fabienne, qu'elle ait trouvé. dans la conversation, dit que les chouettes peuvent avoir plusieurs gîtes. Voilà. D'accord. Moi, typiquement, j'ai des chouettes hulottes chez moi, je les entends pas toujours et je les ai encore jamais vues, hein. J'ai beau essayer, je les ai jamais vues, mais je les entends pas toujours au même endroit, par exemple. D'accord.
Bon, en tout cas, je les entends, moi, dans les champs aux alentours. Et là, je la voyais chez moi. J'ai réussi à prendre une petite photo et je pense que c'était une chevêche. Et merci pour votre retour. Et après, peut-être également qu'elles ont des sites plutôt de nourrissage où elles vont se poster quelque part pour se nourrir. J'imagine que c'est possible. Oui. Merci. Ah, on a Flore qui dit que les chevêches ont parfois 3 sites. Voilà. Merci tout le monde. Une dernière question peut-être, si l'un d'entre vous a encore des interrogations? A priori, non. Ah, si, Lydie. Lydie. Oui, j'avais juste une question par rapport aux abreuvoirs pour les oiseaux et mangeoires. Moi, j'avais l'habitude de les nettoyer, en tout cas les mangeoires, je les nettoie avec de l'eau et du savon de Marseille toutes les semaines. Les mangeoires, c'est au moins toutes les semaines, et s'il y a des crottes dans l'eau, je fais rien de plus. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il... C'est même plus que suffisant, je pense. D'accord. Je sais pas si toutes les semaines... Dans tous les cas, ça peut pas faire de mal de les nettoyer, hein. Mais Marion, tu as des informations, toi, là-dessus, sur la fréquence de nettoyage? Moi, je sais Alors, que on j'avais conseille entendu... régulièrement, très Oui, régulièrement. c'est ça, donc, c'est ça, moi c'est pareil régulièrement, mais pratico-pratique, Voilà. c'est régulièrement, ça veut dire Ouais. quoi? Bah, une fois par semaine, en cas de forte chaleur, ça peut être pas mal aussi, ou quand il y a une forte concentration d'oiseaux pour éviter la prolifération des bactéries, quand il y a trop de déjections. Voilà. Si en hiver, vous pouvez nettoyer les mangeoires, quand vous nettoyez vos mangeoires, vous pouvez nettoyer vos abreuvoirs en même temps. Comme ça, vous faites d'une pierre deux coups. Et puis l'été, régulièrement, à votre appréciation. D'accord, merci. Merci à tous d'avoir été aussi attentifs. On espère que ça vous aura plu, que vous aurez quand même appris des choses et que ça vous donnera plein de belles idées, qu'on aura aussi réussi à déconstruire quelques préjugés sur notre chère nature. Et puis voilà, si vous avez des questions ou envie de vous investir à nos côtés, n'hésitez pas à prendre contact avec votre délégation locale. Voilà, on se fera une joie de vous accueillir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci à vous. Merci, bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.